c'est parti, it records. Donc, comme on le disait avant, quand les politiciens font pas leur boulot et qu'ils décryptent pas en fait le monde comme il est, euh, ben, ça gronde, les gens se révoltent et il faut pas s'étonner qu'on ait des ennuis. Et moi, je pense que Keller Souter, elle a été très courageuse dans sa prise de position par rapport au discours de J.D. Vance à Munich. Elle a eu raison. En fait, ça ne veut pas dire qu'elle est d'accord avec ce qu'il dit. Ça veut dire qu'elle positionne la Suisse comme un endroit où on a le droit de s'exprimer. Et tant mieux. Moi, je pense que c'est tout à fait juste, en fait. Il faut faire attention de ne pas tomber dans la facilité de trop interdire. Il faut se battre pour que les gens aient le droit de dire des âneries, nous les premiers. Et je pense sincèrement que là, on est à un gros tournant. L'Europe, elle n'a pas compris qu'en fait, le monde avait changé et que maintenant, on revenait aux États-Unis à un moment en fait d'expression beaucoup plus libre, où en fait, on va voir les données, où en fait, on examine le réel, où en fait, on décrit ce qui se passe réellement et on essaie de se préoccuper du bien-être collectif et pas simplement d'asséner des pseudo-vérités aux gens. Il faut que l'Europe se méfie. L'Europe, elle a quand même un track record d'oublier, enfin, les dictatures les pires, elles sont arrivées en Europe. Donc en fait, qu'ils réagissent comme ça parce qu'on leur dit qu'il faut que les gens aient la possibilité de s'exprimer, ça m'inquiète un peu. Moi, je pense qu'il a bien fait de le faire et vraiment bravo à Keller Souter d'avoir pris la parole pour défendre ce point de vue et positionner la Suisse comme un îlot de liberté. Je pense qu'elle a bien fait. C'est intéressant ce que tu dis. Donc, on a J.D. Vance, donc le vice-président des États-Unis, qui a été fraîchement élu. Donc, ça remonte à quoi? Enfin, l'investiture, c'était autour du 15 ou 20 janvier, quelque chose comme ça. Et donc, on avait un playbook totalement différent avec les démocrates, avec le wokisme et tout. Maintenant, les choses changent et en Europe, on vient nous dicter plusieurs choses, notamment, enfin, les points principaux. On va commencer avec la liberté d'expression. Donc, Ben a critiqué l'Europe pour ce qu'il perçoit comme un recul de la liberté d'expression, mentionnant des exemples en Roumanie, Suède, Allemagne, Grande-Bretagne, entre autres, quoi. Donc, enfin, c'est drôle, tu vois ce que je veux dire, du jour au lendemain. Enfin, Bah, il y a plusieurs trucs. La première chose, c'est que bah, il y a une différence de sensibilité dans ce en quoi consiste la liberté d'expression entre les États-Unis et l'Europe. Aux États-Unis, la liberté d'expression, c'est un truc de ouf. Tu as le droit de dire ce que tu veux, n'importe comment, n'importe quand. C'est un droit qui est absolu. Donc, la perception, en fait, aux États-Unis, elle est différente, probablement parce qu'ils sont libérés de l'emprise des Anglais et qu'ils ont eu ça comme mythe fondateur. Je pense que dans un monde, en fait, qui change beaucoup, à plein de niveaux, qui est traversé par toute une série de crises et de transformations, c'est important, en fait, de préserver l'idée qu'en fait, on a le droit de s'exprimer. Je pense effectivement, ça augmente le niveau de bêtises qui sont dites, mais ça diminue le risque, en fait, qu'on écrase les gens. Et je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit. En fait, c'est quelque chose qu'il était, à mon avis, sain de rappeler à l'Europe. Peut-être je me trompe, mais à mon avis, les leaders européens ont super mal réagi, à part Karin Keller-Souter, parce qu'ils se sont fait taper sur les doigts, parce qu'on leur a rappelé qu'ils étaient un protectorat des États-Unis, que maintenant, oh là là, c'est dur, ça. mais c'est la vérité, que c'est pas eux qui décident et ça les fait mousser, en fait, parce que comme le narratif change, tout d'un coup, c'est visible, en fait, le roi est nu, tu vois. Et du coup, bah, la guerre. Tu dis qu'ils sont exposés, quoi, en gros. Ouais. Le roi est nu, c'est-à-dire que tout d'un coup, on t'a convaincu que tu avais des habits magiques qui n'étaient pas transparents. Tu sors, tu es tout nu, puis tout d'un coup, il y a un enfant qui se met à rire parce qu'il marche plus dans l'histoire. Et du coup, la guerre en Ukraine, elle est perdue militairement depuis un moment. Trump, c'est le président américain qui va devoir vendre ça aux gens, c'est-à-dire qu'il va falloir faire accepter à l'opinion que contrairement à ce qu'on a raconté pendant des mois, voire des années, ce sacrifice du peuple ukrainien, c'était plus ou moins pour rien. D'ailleurs, il y avait un accord de paix qui était prêt à être signé. C'est Boris Johnson qui a été convaincu Zelensky de ne pas le signer. Donc, si tu veux, ces gens, ils ont quand même du sang sur les mains. C'est pas rien. Et ben voilà, ben maintenant, on est face à l'évidence. Militairement, la Russie a gagné.
Donc, il va falloir accepter les termes qui sont proposés. Et les leaders européens, ils avaient simplement pas les moyens de leur rhétorique. D'accord? Le fameux Bruno Le Maire qui avait expliqué qu'on allait mettre la Russie à genoux économiquement, c'est le contraire qui s'est passé. En fait, c'est l'Occident qui en a le plus souffert. Et maintenant, l'Europe va devoir payer la reconstruction. J'ai entendu le chiffre de, je sais plus combien c'était, 7 000 milliards, un chiffre complètement absurde. Ça va mettre l'Europe à genoux. Voilà, l'Europe, elle a décidé de sortir de l'histoire. Elle veut réguler l'IA avant qu'il y ait une opportunité. Elle veut faire la morale à tout le monde. Enfin, c'est, ils ont plus la force de leur ambition, en fait. Et c'est moche quand tout d'un coup tu le réalises, puis que c'est même pas Trump qui est venu, il a délégué son second pour aller ça montre encore une fois qu'en fait l'Europe, c'est pas une priorité. Et puis je crois que c'est aussi pour la négociation du conflit, justement, enfin de la guerre en Ukraine, et ben, je crois qu'il y a aucun des dirigeants européens qui va être convié. Il me semble qu'ils vont faire ça entre Trump, Poutine et puis Zelensky. Je crois qu'ils vont le faire en Arabie Saoudite, il me semble, je crois. J'ai pas forcément. L'euro est nu. Ouais, ouais. Donc C'est il y a plus aucune considération. Et je trouve ça, c'est un petit peu dommage parce que, enfin, d'un côté, c'est quand même nos alliés historiques à nous, bons Européens. ah Après, non, c'est vrai qu'avec la politique européenne, ben, on cautionne pas, ils font bêtise sur bêtise et puis le playbook, il est obsolète et ça, on est d'accord. Mais de là à vraiment, allez, descendez du train, vous avez plus rien à faire avec nous. De toute façon, vous allez accepter, on se retire bah, de l'OMS, on se retire de ça, on va stopper. On a vu avec l'USAID, comme quoi ils subventionnent énormément de choses et puis maintenant, d'un claquement de doigts, vous la fermez et puis on vient vous donner une leçon à Munich, c'est quand même violent. ce d'autant plus qu'en fait, c'est le numéro 2 qui est venu porter cette parole. C'est même pas Trump qui est venu. Il a d'autres choses à faire qui sont plus importantes. Je veux dire, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, l'Europe, elle est en train de sortir de l'histoire. Si tu veux, lui, c'est un peu comme un vieil exec qui s'est fait virer d'une multinationale qui pense qu'en fait, il est encore aux manettes. Et en fait, on n'a simplement pas pris comme on disait le jeu, il faut prendre la perte. Il y a un moment, il faut réaliser qu'en fait, on n'a plus en fait l'ambition enfin les moyens de nos ambitions. On n'a pas de quoi faire respecter cette parole. C'est pas le monde qui a voulu embrasser les valeurs européennes. Ça a été imposé à la canonnière et que maintenant on n'en a plus les moyens et qu'il faut être un peu plus malin que ça, un peu plus réaliste et qu'il ne suffit pas de faire des grandes déclarations pour dire on va faire ci, faire ci, faire ça. Euh, le déclamatoire, ça marche un moment, mais après, c'est la réalité qui compte. Et là, en fait, les leaders européens, ils sont remis face aux dures réalités. Voilà. Et c'est encore une fois pour ça que je trouve que Keller Souter, elle a été maligne, parce que le message intéressant du discours de J.D. Vance, c'était de rappeler qu'en fait, la possibilité de s'exprimer, c'est quand même quelque chose d'intéressant, et que l'Europe, suivant les pays, que ce soit en Suède, que ce soit en Angleterre, les gens, pour un malheureux post sur Facebook, en fait, ils commencent à avoir toute une série d'ennuis. Moi, je trouve que ça, c'est aussi inquiétant. L'Europe, elle est déjà partie en sucette dans l'histoire plusieurs fois en oubliant en fait qu'il s'agissait d'être une terre de liberté. Donc voilà, mais il faut regarder les signes. C'est le numéro 2 qui vient expliquer en fait aux dirigeants européens comment ça va se passer, négocier la négociation avec la Russie. Elle se fera peu avec les Européens, si ce n'est après qu'il va falloir payer les pots cassés, la reconstruction, qu'il y aura un immense État en fait aux portes de l'Europe qui sera dans un état absolument catastrophique. Alors l'Ukraine, c'était déjà pas bien brillant avant la guerre, puisque c'était un État extrêmement corrompu, mais là, ça va pas être top. Donc, ça va pas être très drôle pendant les années qui viennent. Et puis la garantie américaine de sécurité, ben, il se retire un peu. Donc ça veut dire qu'en fait, les Européens vont devoir investir plus dans leur défense pour avoir un niveau de sécurité maximum. Ben voilà, c'est la gravité qui s'impose. Et ce qui est intéressant, c'est que ça vient quelques jours après son discours au sommet de l'IA à Paris, où justement il avait menacé directement l'Europe d'arrêter de réguler, d'arrêter de mettre des amendes aux GAFAM.
Et ça s'inscrit dans un contexte où justement, enfin en France notamment, ils pensent à interdire X. Je- et donc je sais pas s'ils vont le faire, hein, dans l'absolu, je pense pas, mais c'est justement où là, il vient aussi avec ce discours défendre les intérêts des Google, de X, de Ah ouais, Meta, entre autres, tu vois. je suis pas, je suis- évidemment, c'est un peu bien pour il l'a dit, hein, ils veulent que les États-Unis dominent dans l'IA. Bon, grande nouvelle. Nous, ce qu'on voudrait, c'est être. Ah, tu voudrais faire quoi comme ça? Moi, je voudrais être septième. Non, il faut pas être ridicule. C'est normal qu'il fasse ça. C'est le vice-président des États-Unis donc il dit il souhaite que les US aient un rôle leader dans l'IA. Bon, bah, bien entendu, grande nouvelle. C'est plutôt l'Europe qui devrait se mobiliser ou les pays européens pour justement avoir une position de choix dans ce marché d'avenir. Voilà, bon, ben, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Mais ce qui m'a semblé être intéressant, c'est qu'à un moment dans son discours, il explique que quand il y a une nouvelle technologie, il y a toujours des risques nouveaux qui arrivent et il y a des opportunités en fait nouvelles qui se proposent. Et puis ce qu'il proposait de voir en bon américain qu'il est, c'était les opportunités. Et je pense qu'il a raison. Et c'est ça l'erreur majeure qu'en fait on fait en Europe, c'est qu'on se concentre sur les stocks et pas sur les flux. On croit que comme on est un pays, enfin une géographie qui est extrêmement riche, ça va forcément demeurer. Et je pense qu'on a tort. On est en train de sortir de l'histoire et qu'on va le payer très cher. Enfin, ce ne sera pas forcément tout, mais nos enfants. Et je trouve que c'est extrêmement dommage parce qu'on s'endort un peu à dire oui, mais bon, avant on envoyait des courriers par la poste, c'était quand même chouette. Oui, bon, ben voilà, mais c'est plus comme ça. Il faut s'adapter, il faut être dans le renouveau, la réinvention et pas avoir toujours peur. Et cette réglementation européenne sur laquelle on a déjà tapé plusieurs fois, c'est en fait le signe qui montre que on met en avant les peurs qui peuvent être ma foi, étayée, réelle et je dis pas que tout va bien se passer, qu'il y aura pas de catastrophe, mais il y a aussi des opportunités et à force de toujours voir les choses qui pourraient mal tourner, toi qui coach des startups, heu, il faut être réaliste. Si tu fais tel move, ça peut être dangereux, mais il faut aussi voir l'opportunité, il faut la jouer gagnant. Et je suis d'accord avec toi. J'aimerais revenir, je reprenais la citation qu'il a dit, Mmh. et ça fait beaucoup réagir. Justement, enfin, il y a beaucoup de critiques sur Elon Musk et tout, notamment en Europe. Et lui, il a dit ça, en fait, si la démocratie américaine peut survivre à 10 ans de réprimande de Greta Thunberg, vous pouvez survivre à quelques mois d'Elon Musk. Ça a fait Ouais. beaucoup réagir, c'était un peu la touche d'humour, mais ça n'a pas été réellement apprécié, en fait. Bon, ben, voilà, c'est un commentaire, mais si tu veux, je pense que ce qui fait flipper par rapport à Elon Musk, c'est en fait les données auxquelles il a accès et les magouilles qu'il est en train de sortir. Je regardais, plus tôt ce matin, en fait, ils ont examiné les records de la, comment? Social Security, donc les gens qui sont à la retraite et il y a des millions de gens, en fait, qui ont passé les 110 ans, qui semblent recevoir une pension. Je sais pas qui c'est. Une espèce de une myriade de Jeanne Calment. Donc si tu veux, je sais pas si réellement il y a des pensions qui ont été versées pour tous ces gens, mais il semblerait que oui. Et si c'est le cas, ça veut dire que ce sont des centaines de millions qui se sont échappés comme ça et tout cet argent, il va à quelque part. Je veux dire, si tu regardes USAID, le gros de ce qu'ils faisaient, en fait, c'était pour renverser des gouvernements. C'est quand même pas génial, génial. Donc, je vois pas comment dans un système aussi corrompu, tu peux y aller à la dentelle et bien entendu qu'en coupant comme ils le font, comme le fait Musk, c'est assez, brutal et rapide, mais je vois pas comment tu peux t'y prendre. Non, en fait, c'est je veux dire, il y a eu un niveau de corruption qui est mais ahurissant. Et je ne vois pas de quel droit, en fait, un État devrait comme ça commencer à financer des renversements dans d'autres démocraties. C'est proprement scandaleux. Donc, le fait que tout ça se soit arrêté, je trouve ça très bien. Et les médias, il y a une raison très simple pour laquelle ils sont vent debout contre Elon Musk. C'est qu'en fait, USAID, il finançait largement des tas de médias. Donc en fait, c'est ta source de financement qui se c'est comme si on te disait: «Bah, voilà, cher Younes, votre source de profit, elle va s'amenuiser ou disparaître». Ça te met de mauvaise humeur.
C'est pas plus compliqué que ça. J'aimerais avoir ton point de vue aussi sur le fait que après son discours, donc il a refusé de rencontrer le chancelier allemand, donc Olaf Scholz. Par contre, il allait s'entretenir avec Alice Weidel, donc la candidate du parti AfD, que certains notent ou labellent comme un parti d'extrême droite. Donc ça, par contre, c'est un peu moins drôle. Enfin, la partie innovation, on est d'accord, la partie mettre à nu la corruption et tout. Mais là, qu'on se dise que déjà Musk, il a soutenu l'AfD il y a quelques semaines en arrière et il continue, puis que là, justement, il refuse d'aller voir Scholz et puis il va vers elle. Alors, C'est chaud, ouais, ça. j'arrive pas trop à comprendre, je trouve ça assez chelou. Alors, peut-être qu'en Europe, on diabolise trop ces partis comme le FN en France, c'est possible. Mais là, je pense qu'il y a un manque de sensibilité absolue en fait à l'histoire européenne, où en fait il y a des sujets avec lesquels on badine pas, tu vois. Je pense qu'il faut jamais, il faut jamais euh, sous-estimer la puissance de la bêtise. Si ça se trouve, ils savent simplement, ni Musk, qui a quand même grandi en Afrique du Sud, ni J. Vance ne sont très conscients en fait du danger que ça peut représenter pour les démocraties européennes. Donc, je trouve ça Ça, c'est grave, ça. ouais, Tu te rends compte si, enfin, j'imagine que Musk, oui, tout à fait, il sait ce que ça représente, vu que lui, je suis pas sûr. il était en Afrique du Sud, mais Justement Vance, pas. Peut-être qu'en fait, il a un biais culturel qui fait qu'il pense que ça va être OK et puis qu'on va s'en remettre. Alors là, moi, je pense qu'il yoyote. Je comprends pas pourquoi, en fait, ils sont comme ça, vent debout à soutenir l'AfD. Euh, bon, à mon avis, c'est une erreur, mais je j'ai pas les éléments. En tant qu'Européens, c'est clair que ça fait frémir et qu'on a un peu envie de leur dire, bah, mêlez-vous de ce qui vous regarde. D'accord? Ça, c'est clair. Mais ce qu'il faut c'est voir, ça surtout, ouais. ouais, mais il y a Pour la cet partie aspect-là. business, on peut être Ouais, d'accord, mais pour ça, parce que mais, c'est le 23 février, les élections. ouais, ouais, mais si le veut, là, personnellement, je trouve ils sont à côté de la plaque et ils jouent avec des choses qui sont délicates, voire dangereuses. Donc, ils ne devraient pas le faire. Mais l'autre chose, c'est que encore une fois, c'est le numéro 2 qui vient annoncer à l'Europe qu'en fait, ils ne seront pas à la table des négociations et qu'ils vont payer les réparations en Ukraine. Ça, c'est déjà une grosse claque. La deuxième chose, c'est qu'ils viennent rappeler qu'en fait, la liberté d'expression, c'est important. Et puis, ben voilà, je trouve que ce que dit J.D. Vance en recevant l'AfD et pas les autres, enfin, le message qu'il envoie, c'est une ânerie. Mais enfin, militons, puisqu'on on veut être les chantres de la liberté d'expression, il faut qu'il ait le droit de dire des âneries. Et bon, ben voilà, il peut dire dans un même discours une chose qui est positive et une autre qui l'est beaucoup moins. Donc ça, je trouve plus inquiétant, mais en fait, c'est pas si grave que ça, au sens où finalement, c'est quand même le peuple allemand qui va décider. À la fin, on vit quand même en démocratie, on peut encore voter. Donc en fait, s'il y a un mec, fut-il vice-président des États-Unis, qui fait une ânerie en accordant trop d'importance à l'AfD, c'est pas pour ça qu'en fait, il faut que les gens aillent voter pour eux. On est libre. Oui, ça peut juste encourager ceux qui étaient un petit peu dans le doute, tu vois. Peut-être, c'est possible, mais si tu veux, on peut pas non plus en fait vivre avec la peur de notre ombre. Il faut aussi avoir confiance dans le peuple et dans les gens. Moi, je pense que les gens sont beaucoup plus malins que ce qu'on pense. Simplement, ils deviennent zinzins et ils font des âneries si en fait on leur décrypte pas le réel. Et en fait, la réalité en Allemagne, c'est que ils ont un immense problème parce qu'ils peuvent plus acheter du gaz russe. Il y a l'industrie automobile qui est en train de se casser la figure. Ils vont pas du tout bien économiquement. Et c'est ça. Ça, c'est le premier problème qu'ils doivent adresser, mais tu peux pas l'adresser simplement en jouant du pipeau et puis en racontant que tout va aller bien parce qu'en fait, il y a Ursula qui fait un discours. C'est une blague. L'Europe, c'est une espèce de mammouth non élu et suradministratif qui fabrique de la réglementation. Mais la réglementation, ça fait pas de la prospérité. Tu vois? C'est pas je dis pas que ça peut pas y contribuer, mais l'Europe ne fait que ça. Et en fait, l'Europe, si tu regardes par rapport aux États-Unis sur les 10 dernières années, on a complètement décroché en Europe. Je veux dire, l'Europe, elle est à plat, les États-Unis, ils montent. Nous, on est complètement sortis de ce train économique. C'est ça le problème qu'il faut résoudre. D'accord?
Et en fait, de faire des rotomontades, comme on voit la plupart des leaders européens le faire et se préoccuper très peu des intérêts du peuple, mais beaucoup de leurs propres intérêts, je pense que c'est ça l'erreur. Il faut réellement ramener plus de prospérité, proposer une vision en fait plus réaliste en fait du monde comme il est, et aussi faire confiance aux gens. C'est pas parce que J.D. Vance il va discuter avec l'AfD que tous les Allemands vont se mettre à voter pour eux. Absolument pas. Il faut arrêter de prendre les gens pour des teubés. Tu vois? C'est pas c'est bon parce que ce mec, moi, J.D. Vance, il me fait un peu flipper. Quand je le vois parler, je suis pas très à l'aise. Je le trouve un peu malaisant. J'ai bien aimé son commentaire sur la liberté d'expression, donc on va lui faire l'amitié de dire qu'il est aussi en droit de dire ou de faire une ânerie. C'est pas grave. C'est pas pour ça qu'en fait le peuple allemand va se transformer en un peuple stupide. Il faut faire confiance aux gens, mais il faut leur proposer un plan qui claque et puis qui réponde un peu à leurs attentes. Tu peux pas laisser l'économie s'écrouler et puis dire qu'en fait, c'est une question de principe, ça marche pas. Mais tu vois, ce qui est fou ou frappant, c'est que d'un côté, dans son discours, il a dit qu'une partie de l'Europe et surtout les élites, hein, ils se reconnaissaient pas dans les élites et que c'est des ennemis au niveau idéologique et que ils sont en train un peu de régler ce conflit en Ukraine. Et le discours qu'on peut aussi voir, c'est que les États-Unis, c'est plus la nounou de l'Europe. Donc vous allez devoir payer pour ci, vous allez devoir payer pour Oui. l'OMS, vous allez devoir vous débrouiller et plus compter sur nos subventions. Mais en même temps, ils sont en train d'essayer de régler le conflit en Ukraine, essayer de faire des choses, tu vois. Ben, c'est-à-dire que c'est eux les boss. Donc c'est quoi cette arrogance un peu où... C'est pas de l'arrogance, c'est juste que l'Europe, elle est complètement dépendante des États-Unis parce que c'est un protectorat. C'est- Non, mais c'est- justement, ils te disent maintenant, débrouillez-vous maintenant. Vous devez assurer votre propre défense, vous devez Eh oui, assurer mais il y votre a, il y propre a- il y truc. a- il y a énormément de bases militaires en Allemagne. L'Allemagne obéit, c'est tout. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en fait, les Français se sont retirés, les Russes se sont retirés, les Anglais se sont retirés d'Allemagne. Les Américains, ils y sont toujours. Si tu veux, quand tu as des Ouais. bases militaires d'un pays étranger chez toi, ça s'appelle un protectorat. Donc, en fait, ben voilà, la réalité, c'est qu'en fait, en Europe, on a ce qu'ils appelaient les dividendes de la paix. En fait, on a pu moins investir dans la défense parce qu'il y avait le parapluie nucléaire américain. Et puis, ce qu'ils disent simplement, c'est la suite du pivot vers l'Asie d'Obama. C'est qu'en fait, ils ont d'autres chats à fouetter. Leur sujet, c'est la Chine. Et puis, du coup, l'Europe, bon, ben, les mecs, faut un peu vous démarrer. C'est une bonne raison pour. Ça aurait été si les gens qui ont provoqué cette guerre en Ukraine avaient eu un peu de jugeote, ils auraient compris qu'en fait, il fallait pas se rajouter ça. Tu vois? Il fallait respecter les accords que Merkel et Macron avaient faire respecter les accords qu'ils avaient signés avec l'Ukraine. Et là, on se retrouve dans la panade parce qu'en fait, non seulement il faut qu'on investisse plus dans la défense, mais en plus de ça, on va devoir payer la reconstruction en Ukraine. Donc, c'est pas la gloire, hein. Est-ce que tu vois aussi l'aspect positif où peut-être d'un côté, ils nous font une fleur dans le sens où depuis l'élection, ben, c'est déjà une bonne chose en Europe. On a fait ce constat comme quoi on était en retard en termes d'innovation, en termes d'investissement et tout. Et comment tu le vois par rapport à ça? Parce que c'est vrai que jusqu'au mois de novembre, décembre, enfin, on n'entendait rien, quoi. Tout allait Ouais. bien, tout était nickel, etc. Mais là, maintenant, t'as même Ursula qui a sorti la boussole de la compétitivité, t'as les pays Bien. qui... On est bien rentré, il y a ce constat qui est fait, puis là maintenant qui nous dit, bah voilà, les Européens, il va falloir remettre cette liberté d'expression, aller dans le droit chemin. Est-ce Mm. que tu penses qu'ils sont en train de nous faire une fleur ou justement pour nous d'être moins dépendants des États-Unis, eh ben, ça va réveiller les présidents européens, quoi. Je sais pas, je pense qu'on est dans un moment en fait de changement rapide où la plupart des gens en fait ont perdu le nord et c'est difficile de lire en fait une cohérence là-dedans. Une chose, je pense qu'il est importante de dire, c'est que à mon sens en fait l'Europe c'est un espace économique qui définit des lois sur on a souvent blagué avec les bouteilles d'Evian qui ont maintenant une capsule, enfin un bouchon qu'on ne peut pas détacher. Voilà, c'est le genre de trucs qu'ils font.
all right, ça m'a pas l'air d'être absolument génial. Mais l'Europe, ça n'est pas un espace politique au sens propre, en tout cas pas aujourd'hui. Il y a des États-nations, il y a l'Allemagne, il y a la France, il y a l'Italie, il y a l'Espagne. Et on est un peu au milieu du gué. Alors, il y a cette espèce d'ambivalence. On dit tout le temps l'Europe, l'Europe, l'Europe. Mais en fait, l'Europe, elle a ni armée, ni exécutif, ni possibilité de faire un plan qui tienne la route. Elle fait que de ponctionner de l'argent dans certains pays pour l'amener ailleurs. Et je sais pas, l'Europe, elle a souvent avancé en fait par sursaut. Mais là, j'ai quelques doutes quant à la capacité de faire un plan qui soit raisonnable à 27. Tu vois? Je suis d'accord avec toi. À 27 et tout le monde parle pas la même langue, les gens ont pas la même sensibilité. Si tu es Pas les mêmes politique intérêts et surtout. pas les mêmes intérêts, mais c'est se mettre d'accord à 27, c'est quand même chaud boulette, hein, tu vois? Et du coup, je vois pas comment, en fait, ils pourraient, se fédérer autour d'une vision commune, avoir des priorités qui soient un tout petit peu, alignées. Le plus probable, c'est que ça parte en cacahuète comme c'est en train de le faire depuis plusieurs années, en fait. De nouveau, l'exemple de cette guerre d'Ukraine qui était vraiment une ânerie de dingue et maintenant on va payer les pots cassés alors qu'en fait, le gars, il faut quand même le rappeler, le mec qui est allé convaincre Zelensky de pas signer l'accord de paix qui était prêt, c'est Boris Johnson, hein. Ça, c'est énorme, c'est incroyable ça. C'est top, hein? Et il faut lire les ouvrages de Jacques Beau, c'est un Suisse, un colonel des services de renseignement. Il en a écrit plusieurs. Je veux dire, tout ça, c'est décrit. Alors, on n'en parle pas trop, mais c'est quand même intéressant de voir à quel point on a manqué de vision. Alors maintenant, si pour les affaires courantes, on n'arrive déjà pas à dégager un consensus raisonnable pour pas se mettre encore plus dans la panade, j'ai quelques doutes sur notre capacité. Alors, ce machin me balance des emojis en fonction de mes gestes. J'essaye. Il le fait? Ouais, très bien. Donc, si tu veux, on est, on est, on est, on est envahi par l'IA. Donc, si on n'arrive pas à dégager, tu vois, l'ambition de faire une vraie boussole pour adopter l'IA, pour faire un plan industriel, c'est super difficile à faire. Mais le faire à 27, je vois pas C'est le clair. début d'une solution. Alors on dit qu'on est ensemble et puis qu'en fait, ensemble, on est plus fort. Ce qu'on nous disait il y a pendant les 20 ans qui ont précédé la guerre en Ukraine, c'est que l'Europe, c'est la paix. OK, ben, ça va pas trop marcher, quoi. L'argument, on peut pas dire qu'il tienne encore. L'Europe, c'est pas l'innovation, il y a la science, on a de super universités, puis après on se fait piquer, piquer. Comme on fait en sorte que ce soit très, très difficile de faire des scale-up en Europe, ben, tout le monde part aux États-Unis. Bon, c'est c'est pas la gloire, tu vois? Ça ne fonctionne pas, en tout cas pour le moment. Donc, si tu changes pas quelque chose, le résultat sera le même. Moi, j'ai quelques doutes sur, la capacité des leaders actuels, avec les structures actuelles, en fait, à se fédérer pour décider à 27. Je ne vois pas comment c'est possible. Alors peut-être qu'on verra l'émergence d'un tout petit nombre de pays européens qui diront: «Bon, ben, voilà, on va se mettre à 3, 4, 5, 6, 7 et puis on va faire un plan». Tu vois? Une espèce de Ouais. sous-groupe de l'Europe, en fait, qui voudrait faire un plan. OK, c'est peut-être ça. Quant à la Suisse, moi, je pense qu'en fait, il faut qu'on et on argue toujours que c'est notre premier partenaire commercial, ce qui est vrai, mais en fait, le monde, il est en train de changer et moi, je crois qu'il faut pas trop, il faut pas du tout se fâcher avec nos voisins, c'est pas ça, mais il faut pas miser que sur l'Europe. Ce serait une grosse erreur, en fait. Les US, ça existe, il y a la Chine, il y a la Russie, il faut commercer avec, le monde entier et puis être un îlot à la fois de libre expression et il faut sortir en fait de ces catégories un peu absurdes où il y a les bons et les méchants, Et heu et être pragmatique. est-ce que tu penses que, il y aurait un rapprochement possible potentiel avec, les pays des BRICS, sachant qu'il y a la Russie qui est dedans? Mmh. Ou est-ce qu'on va se dire qu'en fait, on parlait souvent de qui est le président de l'Europe, quoi? Mmh. Et en fait, on peut se dire qu'en fait, ou admettre que le président de l'Europe, c'est Trump, en fait, Alors ouais, mais même pas. dans l'absolu. Il il a envoyé le numéro 2. Voilà, en gros, mais en gros, c'est sous tutelle et puis, le Ouais. poste de Mais l'Xbox, c'est sous tutelle, mais c'est même pas important.
Non, mais en fait, c'est lui qui va décider. C'est même pas les 27 pays qui vont se mettre d'accord sur l'IA ou machin. C'est ce que lui aura décidé. Là, il a envoyé le numéro 2 pour dicter un peu son agenda, voilà, pour dire maintenant, on avait 4 ans de Biden, de démocrate. Maintenant, le playbook a changé. Je viens, je vous l'annonce voilà, publiquement. Je fais la conférence de presse et puis je vous envoie mon petit J.D. Vance le faire parce que je suis occupé avec le démantèlement de la corruption et des institutions, cette réforme aux États-Unis. Mais il y a mon petit qui vient le faire. Mais sachez que c'est moi le boss, en fait. C'est nous, c'est les États-Unis qui dirigent l'Europe. Je sais pas si je le dirais comme ça, mais disons, militairement parlant, l'Europe, c'est un protectorat des États-Unis. En fait, il y a des tas de bases militaires, surtout en Allemagne. On a le parapluie nucléaire américain. Donc, voilà, c'est un fait. C'est comme ça. On est. Mais même pas militairement, mais économiquement, idéologiquement, tout, en fait. Alors, économiquement, ils nous ont battus, mais ça ne veut pas dire qu'en fait, on ne pourrait pas en Europe se réveiller. Je pense simplement que l'Europe, c'est pas la bonne échelle pour y réfléchir, parce qu'en fait, tu n'arrives rien à faire. En fait, on peut que faire des réglementations, on peut que voir les peurs et on n'arrive pas à saisir les opportunités. Donc, en fait, je pense qu'il faut se détacher ça, soit faire une petite liste de pays qui font alliance pour en fait percer dans un domaine ou l'autre. Maintenant, quant à la Suisse, moi, je pense qu'il faut complètement s'en ficher. Il faut garder de bonnes relations avec l'Europe et puis il faut faire commerce avec les BRICS. C'est évidemment hyper important. D'ailleurs, on vient de signer un accord de libre-échange avec l'Inde. Ben ça, c'est bien. Je pense qu'il Ouais. faut simplement s'intéresser au monde et comprendre que l'espace géographique européen, il est en perte de vitesse dramatique, qu'il n'arrive pas, qu'il est en train de sortir d'histoire. Voilà, c'est moche. Je ne dis pas que c'est bien. Mais c'est ce qui se passe. Donc il faut être super pragmatique par rapport à ça et puis mettre en place des mesures qui permettent d'assurer une prospérité raisonnable à court, moyen et long terme. Et c'est pas en rêvant, je sais pas, c'est pas en disant l'Europe c'est la paix que ça va se passer quoi. Ça sert à rien. Là on est dans le déclamatoire et en plus c'est quand même moche parce que finalement ça marche pas. On a vendu ça aux gens pendant des années. Bah, maintenant, il faut s'adapter et faire changer des choses. Il faut que ça évolue et je pense que le fait de se crisper et puis de dire que les Américains, ils sont que bêtes ou que méchants, bah, on l'avait dit, hein, j'avais dit: On verra que Trump, c'est avant tout un président américain». Bah, c'est le cas. En fait, il défend les intérêts des États-Unis et je pense que le problème de l'Europe, c'est ça, c'est qu'en fait, l'Europe n'a pas d'intérêt parce qu'en fait, c'est une collection d'États-nations différentes. Donc en fait, il y a pas de direction. Hem et j'ai pas de recette magique. On pourrait en faire une fédération, on peut il y a 1000 manières d'aborder le problème, mais de décider d'une direction commune à 27, c'est vraiment compliqué. Imagine, c'est Jeff Bezos qui disait dans un meeting: «S'il faut commander plus que 2 pizzas pour nourrir l'équipe, c'est que l'équipe est trop grande». Ouais, Donc exact. Exact. on pourrait appliquer cette règle-là qui a l'air d'avoir bien fonctionné pour Amazon. Je sais pas si tu nourris 27 chefs d'État avec 2 pizzas, mais je pense que non. Ben, voilà, donc il faut peut-être faire un sous-groupe qui mène des projets communs et puis essayer de structurer ça. Mais ce qui est important, le plus important à mon avis, c'est pas forcément la structure, mais c'est d'arrêter de croire que la seule chose qu'il convienne de regarder, c'est le risque qui est lié au fait que les choses changent et il faut regarder les opportunités. Et ça, c'est quand même un truc que toi et moi, on a expérimenté aux États-Unis. C'est beaucoup plus prégnant en fait aux États-Unis. Les gens, ils sont looking forward. Le monde va vite, il faut s'adapter. Et on n'a pas le temps maintenant de passer des temps et des temps uniquement sur des questions de principe. Ouais, c'est vrai, ça me fait penser à une citation de je sais plus qui, pendant que vous discutez si le verre est à moitié vide ou à moitié plein, je le bois. Mhm. Et c'est vrai avec les Américains, ils ont ce pragmatisme où tu sais que ta vie, elle peut changer, entre guillemets, du jour au lendemain. Et nous, c'est ce qui nous manque ici, où c'est vrai que enfin, tu veux faire juste quelques initiatives d'innovation, c'est trop compliqué, il n'y a pas les budgets, il n'y a personne qui veut mettre de l'argent, il n'y a personne qui a le mindset. Ouais, C'est, mais excuse, mais on se tire aussi dans le pied. En fait, cette loi européenne sur l'IA, elle a tué en fait toutes les startups possibles et imaginables. C'est pas pour rien qu'il n'y en a pas, que tout le monde est parti aux États-Unis. C'est parce que quand tu risques des amendes Ah pareilles, oui, c'est clair. tu peux pas mettre en place des lois pareilles qui flinguent, qui désherbent en fait toute possibilité de. C'est-à-dire,
On a nos universités qui produisent des chercheurs, qui produisent de la connaissance, qui produisent des papiers, etc., qui sont d'excellent niveau pour qu'après ils partent aux États-Unis. Mais ça, c'est self-inflicted. C'est Ah ouais, c'est nous qui clair. nous l'imposons. Mais, mais, Et, mais et je pense que c'est parce on veut toujours dire qu'on est vertueux. Ah, mais nous, on a légiféré pour que l'IA, ça mal éthique, ouais. fait. Voilà, en fait, c'est très bien, mais il faut aussi être un tout petit peu optimiste. Je pense que là, cette espèce de marasme, c'est pas bon. Mais c'est aussi l'aspect capitaux aussi qui manque. Parce que si tu regardes à peu près en Suisse, les startups suisses, elles ont levé à peu près 2,3 milliards. Mhm. Et chaque année, dans les 2 milliards à peu près que la Suisse lève, il y a 35 et 45% d'investissement qui vient des États-Unis. Et les investisseurs suisses, ils représentent seulement 20% et les investisseurs européens, c'est 20%. Donc à eux deux, c'est des montants vraiment enfin, minimes, quoi, où il n'y a pas de participation. Donc les bonnes inventions, bah, elles partent aux États-Unis, évidemment, et que c'est dans un mindset, ça s'inscrit où les gens, ils ne veulent pas investir. C'est ça aussi le gros problème, mis à part la régulation. Alors, c'est une partie du problème, mais je pense qu'il ne faut pas se plaindre en fait que les investisseurs américains soient présents en Suisse et en Europe. En fait, c'est une très bonne nouvelle pour la Suisse et pour l'Europe parce qu'ils sont forts. Oui, non, mais c'est où tu te dis, où nous, on n'investit pas, on n'investit pas suffisamment. Ben, je pense que c'est vraiment une question de perspective. C'est pour ça que je parlais d'optimisme. C'est-à-dire, est-ce qu'on pense qu'en fait, demain, ça pourrait être mieux? Si tu penses que non, bah, en fait, faut pas investir, quoi. Faut vivre de ses rentes. Et moi, je pense fondamentalement que il faut retrouver ce goût, en fait, de l'innovation, du risque, il faut rêver un peu, il faut imaginer Yeah. un qui C'est- soit mieux. Et moi, je trouve les Européens, de ce point de vue-là, un peu comme ça. Et on le voit dans la régulation de l'IA en Europe, qui dit, avant que ça arrive, ils ont dit, waouh, 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 attention, il y a un risque, ce qui est vrai. Donc, en tir proactif, en fait, on va désherber la place. C'est ça qu'ils ont fait. Oui. D'accord? Et en fait, maintenant, ils nous disent: «Ah non, mais ils nous font un compas, il faut qu'on innove». Mais les gars, il faut secouer la tête et égaliser le sable. Ils ont commencé par envoyer une espèce de bombe en rase campagne qui parce que tu peux pas leur faire confiance à des mecs qui légifèrent comme ça, comme une poule à qui on Tout vient de va. couper la tête. Ouais, tout va, avec des amendes colossales. Tu fais quoi? Tu dis: «Je vais aller aux États-Unis où c'est plus dynamique ou bien je vais rester en Europe, pour prendre le risque de prendre ces amendes?» C'est complètement stupide. Et il légifère pas seulement sur l'innovation. Là, on parle pas que d'IA, de start-up. C'est que même les grands groupes, on revient souvent à cette interview de Florent Ménégo, le patron de Michelin, qui disent que même eux, il y a des lois qui changent chaque année. Ouais, Donc, mais c'est incroyable, hein. c'est pas très étonnant en fait. Si tu mets 27 personnes dans une salle de réunion, tu sais comment c'est quand tu designs un produit, en fait, tu peux avoir quelques intervenants. Mais en anglais, il y a un terme, c'est design by committee. Donc en fait, pour être sûr que tu loupes la vie de personne, tu mets 125 personnes dans la salle, puis tout le monde s'exprime. Puis tu arrives avec un truc qui est sans forme, sans intention, sans grâce, sans intérêt finalement. Et je pense que c'est ça, en fait, le gros problème, c'est qu'en fait, se mettre d'accord à 27, c'est extrêmement compliqué. Alors, le seul truc sur lequel on arrive à se mettre d'accord, c'est de tuer des choses qui n'existent pas encore, comme par exemple l'IA, mais le patron de Michelin l'expliquait bien, en fait, c'est tout le temps en train de changer. Parce que les gens qui votent ces lois, en fait, au moment où elles sont appliquées puis qu'elles ont des effets négatifs, bah, ils sont plus là. Ouais. Et Renault, Vraiment. pareil. Renault, ils Ouais. vont peut-être se prendre une amende de 15 milliards parce qu'il n'y a pas assez de bornes rechargeables et eux, justement, enfin, ils C'est savent. c'est- Ouais. c'est un peu comme si, tu vois, Renault, ils ont fait cette Renault 5 et la Renault 4 électrique qui sont des super modèles. En fait, ils essayent courageusement de s'en sortir, mais non, on va aller leur taper dessus parce qu'ils n'ont pas mis assez de bornes. Et comme s'ils avaient besoin de ça. Mercedes, maintenant, arrête la production des véhicules électriques. Enfin, je veux dire, l'automobile électrique en Europe, ils sont en PLS. Ça fait des centaines de milliers d'emplois. Ça fait une bonne partie de la richesse du continent. Puis on se dit, non, 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 il faut qu'on respecte la règle jusqu'au bout. On a dit qu'on allait se mettre une amende, on va y aller. On va tuer notre industrie. C'est complètement dingue. Mais moi, je ne crois pas du tout à la grande théorie du complot qui voudrait que ce soit imposé de l'extérieur. J'y crois pas une seconde. Je pense vraiment qu'on yoyote. On se dit, bon, ben voilà, c'est la règle, il faut l'appliquer, c'est comme ça. Mais c'est complètement naze. Et en fait, c'est pour ça que je parle d'optimisme, parce que je pense que si tu poses pas un regard, ça veut dire, il faut poser un regard qui soit
réaliste sur les faits, la situation actuelle, il faut pouvoir en parler, le rôle des politiciens qui font le lien entre ce bout de l'élastique et puis le rêve pour demain. Et il faut pas trop tendre l'élastique parce que sinon on voit plus de lien entre le réel qui est souvent un peu brutal et puis le rêve qui est parfois un peu éloigné. Et il faut emmener les gens vers, ce bien commun, cette prospérité commune et puis cette liberté plus grande. Mais pour faire ça, il faut quand même partir du réel et il faut un tout petit peu d'optimisme. Parce que si le projet qu'on propose, c'est qu'en fait, on va légiférer sur tout, puis qu'on aura des capsules vissées à nos bouteilles d'évian, ben, je suis pas sûr que les gens se disent: «Ah ouais, quand même, ça marche bien l'Europe». C'est évident que non. Et c'est pour ça que je disais avant, le roi est nul, c'est qu'en fait, maintenant, on voit qu'en fait, toute cette, ces kilos de lois, empilées les unes sur les autres, en fait, ça nous aide pas. Oui, et puis ce mindset, moi vraiment j'insiste sur le fait qu'il y a pas assez d'investissement. Il y a pas assez d'investissement, il y a pas assez de capitaux, il y a pas assez de c'est incroyable, tu vois? Pourtant, il y a énormément d'argent en Europe, d'argent en Suisse et tout, mais les capitaux qui vont dans l'innovation, c'est dérisoire, quoi. Ouais, puis peut-être une manière alternative de le voir, si tu montes une boîte en Europe, c'est en fait, il faut vite fait avoir, des bureaux aux États-Unis et puis Ouais, si, par exemple, Logitech, c'est ce qu'ils ont fait, hein, le CEO et tout le C-level, ils sont en Californie. ouais. Bah, Mistral aussi, ils ont ouvert, une succursale, enfin un bureau, Mmh. aux États-Unis. Et que, enfin, tu démarres ton projet, tu testes un petit peu, tu vas choper des subsides, enfin quelques subsides et tout, puis après, tu déménages aux États-Unis où là, ton marché est beaucoup plus grand. Tu as pas 36 000 régulations et puis, tu sais que tu vas avoir du soutien, quoi. C'est Ouais. ça qui est triste. Bah, je trouve pas que c'est triste parce qu'en fait, si on se l'inflige à nous-mêmes, on peut pas. Non, mais nous, on s'inflige rien du tout. Nous, on n'a pas voté pour, les parlementaires, européens, hein. Ils nous représentent pas dans l'absolu, quoi. Enfin, moi, j'ai Non, jamais je suis voté d'accord, mais pour eux. on est au centre de l'Europe et cetera. C'est ce que je veux dire, c'est qu'il y a une espèce de dynamique collective en Europe où en fait on vit un peu de nos rentes et puis on pense qu'en fait ça va suffire et moi je pense que c'est faux. Il faut simplement se réveiller, il faut être un peu plus réaliste dans l'appréciation qu'on fait de la situation et puis proposer un plan qui soit un peu plus ambitieux et un peu plus optimiste. Et là, peut-être que les Européens, ils investiront plus et d'aventure en Europe, tu vois? Mais les investisseurs, ils regardent les choses avec froideur, en fait. Aujourd'hui, le monde, il se développe aux États-Unis et en Asie et il y a relativement peu de raisons d'investir en Europe. D'ailleurs, c'est ce que les chiffres montrent et puis la encore une fois, si tu regardes la prospérité économique sur les 10 dernières années, l'Europe s'est pas remise de la crise de 2008 alors que les États-Unis absolument. Ouais, oui, c'est vrai. Je suis en train de penser au modèle suisse où d'un côté, tu peux voter pour, ton, ou ta conseillère d'État et tout et eux qui peuvent quand même avoir un effet sur, le changement de loi et tout. Mais je me dis au niveau européen, c'est quasiment impossible. Enfin les parlementaires, Ouais, puis vous tu sais, l'unanimité et à 27, good luck, hein, c'est vraiment compliqué et je suis pas sûr qu'en fait derrière l'Europe, il y a un réel projet, si tu veux, il faut une vision en fait, il faut une vue politique. Il suffit pas de se dire, on va faire des règlements sur des choses qui semblent, absolument ridicules. Hem, je suis pas certain qu'en fait l'État-nation soit si, périmé que ça. Je suis pas certain que les peuples européens, ils veulent confier leur destin à l'Europe. Ça m'a l'air d'être plutôt une volonté des élites. Je suis pas certain que ça fonctionne, la preuve, la guerre en Ukraine. Donc si tu veux, le mmh, projet, il est quand même un petit peu, je trouve légitime de le questionner et bah, on verra. Peut-être qu'il y aura un sursaut, des élites qui sont: «Bon là les gars, on est un peu merdi, ouais, faut se refaire quoi» et ils vont proposer quelque chose de bien, mais s'il y a pas quelque chose d'optimiste et d'enthousiasmant, les peuples n'iront pas, c'est sûr. c'est clair. Bon, en tout cas, on attend. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont encore se développer dans les prochains jours, les prochaines semaines. Notamment aujourd'hui, il me semble que tu as plusieurs, présidents et présidentes, européens, qui ont été invités par Macron, pour une discussion, en catastrophe, enfin d'urgence avec, sur l'Ukraine. Et on aura, je pense, la chance de la commenter ou peut-être avoir une grande annonce, cette semaine, en espérant que tout le monde y trouve son, comment on appelle ça? Son
on a trouvé quelque chose de bien et puis que ça s'arrête, quoi. Alors c'est sûr que d'arrêter le massacre, ça a l'air d'être une bonne solution, mais je pense que là, la réunion de crise que Macron a posée pour, savoir en fait, quel discours ils vont articuler et puis qui va prendre la note. Et c'est cette personne qui va vouloir payer, c'est clair. C'est quand même chaud, hein. Tu vois, un pays qui est en ruine comme ça, qui a perdu la guerre, qui a perdu je sais pas combien de pourcentage de son territoire et puis qui va être, dont toutes les élites se sont exfiltrées dans différents pays européens, je veux dire, ils font un plan pour aider à la reconstruction. Sinon, tu as une espèce une zone de non-droit complet au port de l'Europe. Ça n'ira pas. Ils ne pourront pas rentrer dans l'OTAN. Enfin, je veux dire, il y a toute une série de choses qu'il faut qu'ils discutent. Et le gros truc, c'est qui paye. Ça, Mm. tu vois? Mais tu penses pas que Trump, il a déjà quelque chose en place? On a pu le voir avec les déclarations sur Gaza il y a quelques jours en arrière, soi-disant, il aurait un plan, etc., qu'on approuve ou qu'on désapprouve, je sais pas, mais j'imagine que pour l'Ukraine, Moi, ma compréhension, c'est qu'en fait, ce qu'ils ont dit les Américains, c'est que l'Europe allait payer, quoi. Voilà. Après, good luck, bye. OK. Tu vois? Donc en fait, c'est sûr que ça va mettre l'Europe à terre pendant une nouvelle décennie. Ça nos va impôts, ils vont augmenter. Pas nous directement, mais je sais pas, mais disons, si tu veux, c'est évidemment normal d'être solidaire avec, ces pauvres Ukrainiens qui ont déjà bien ramassé et c'est dans notre intérêt, en fait, d'aider à stabiliser, on va dire, cette très jeune démocratie, pour être doux et on n'a pas intérêt, en fait, à ce que tu jamais intérêt, en fait, à ce que ce soit le chaos, chez tes voisins. Il faut toujours l'aider. ouais. Mais ce qui est certain, c'est que, un, on n'avait pas besoin de ça. Deux, on n'a absolument pas les instances pour discuter. D'ailleurs, tu vois bien, il y a J.D. Vance qui arrive. Visiblement, c'était une surprise, en fait, son discours et l'angle qu'il a pris. Donc ça veut dire que les leaders européens n'ont pas été prévenus. Non, je pense pas, Ce sinon qui ils est, ce auraient qui pu est, ce qui est quand même une sacrée claque, parce que, tu vois, les a pris de surprise. bah oui, ça pique. Ça veut dire qu'il n'a pas jugé nécessaire de les informer. Et on envoie le numéro 2. Donc, si tu veux, tout ça, c'est vraiment, bon, bah voilà, écoutez, maintenant, cette histoire d'Ukraine, l'Europe, là, on veut plus en entendre parler, on n'a pas le temps. Allez, on règle, on solde ça. Bah oui, c'est la vie. Et ça, c'est ça que je veux dire quand je dis, bah, l'Europe est un peu en train de sortir de l'histoire. C'est en fait ça qui se matérialise. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est pas l'Europe qui se réunit, c'est Macron qui fait preuve de leadership. Encore une fois, je pense que là, il est bon. Puis il dit à ses collègues, écoutez, les gars, il faut qu'on discute parce que comment on s'organise, d'accord? Donc tant mieux qu'il le fasse, mais Macron, il va pas pouvoir faire des miracles, tu vois? La situation, elle est réellement difficile et Mais les citoyens vont pas vouloir payer aussi. Je veux non, dire, je suis pas sûr, on a mais déjà tu suffisamment payé et tu as beaucoup de gens qui vont se dire, ah, ça va être comme un peu avec l'USAID, hein. Les gens, ils vont dire, on je n'arrive vois. pas à finir la fin du mois, on n'arrive pas à partir en vacances, machin. Et puis là encore, on doit payer derrière alors que nous, on n'a rien demandé. Et Ouais, que c'était quoi? Ça fait quoi? 4 ans de guerre, un truc comme ça? ouais, Au final, pour rien du tout, quoi. bah, pour avoir perdu une partie du territoire ukrainien, en plus celle où il y avait les terres rares, donc c'est vraiment, Mais en fait, c'est rien. En fait, dans l'absolu, il n'y a rien qui. C'était une guerre inutile bah, disons la pour guerre, l'Europe. c'est Michel Serres qui disait ça, la guerre en fait, c'est 2 vieux qui se connaissent, qui décident de s'échanger leurs jeunes en les tuant. Jeunes qui ne se connaissent pas. Donc il y a la guerre, c'est le mal absolu. En fait, il faudrait toujours essayer de l'éviter. Je serais très curieux d'arriver à comprendre ou de savoir, je ne sais pas s'il y aura des archives qui sortiront un jour pour savoir pourquoi, Boris Johnson est allé expliquer à Zelensky qu'il fallait surtout pas signer un traité de paix avant que cette boucherie débute. Bon, ben, on verra, mais toujours est-il que maintenant la réalité, c'est que l'Ukraine, elle a perdu une partie de son territoire. Il faut en prendre acte et puis il faut 500 surtout 000 personnes. voilà, il y avait énormément de morts des 2 côtés, ça fait ce sont que des malheurs. Donc la première chose, c'est d'arrêter en fait de se taper dessus. Puis la deuxième chose, c'est d'aider en fait l'Ukraine à se reconstruire. Parce que si tu tends pas la main à une région qui va aussi mal, il y a rien à espérer de bien. Ça va être, une zone de non-droit absolu, les gens perdent complètement espoir. Donc il faudra nécessairement aider à la reconstruction, c'est évident. Mais c'est pas parce que dans ton équipe c'est comme si tu avais une équipe de foot, puis que tu recevais un blessé, quoi.
On te dit, bon, bah, Younes, maintenant, c'est la Champions League, tu vas nous la gagner, mais en fait, comme arrière central, tu as un mec qui a qu'une jambe. C'est pas bon. Et donc, ben voilà, mais en tant qu'Européen, au sens géographique du terme, on n'aura pas le choix que de se préoccuper de soutenir les Ukrainiens. Ça, c'est simplement une décision. L'altruisme, c'est en fait un égoïsme intelligent. Donc, on a tout intérêt à être altruiste vis-à-vis de l'Ukraine pour qu'elle se reconstruise le plus vite possible et le moins mal possible. D'accord? Mais ça rajoute encore le fait qu'il va falloir augmenter les dépenses pour la défense parce que les Américains, ils vont petit à petit se retirer. Mais ça, c'est Obama qui l'a dit. Hein. Il y a déjà, ça fait une paye. Hein. Et donc voilà, c'est pas une immense surprise non plus. Et je pense vraiment là, on paye un manque de capacité à prendre la perte, à accepter le réel et à l'intégrer. Et on a 10-20 ans de retard. Ça commence à devenir vraiment moche. Et peut-être qu'il faudra ça, en fait, pour que les leaders européens aient un sursaut, puis qu'ils inventent quelque chose qui permette de piloter le paquebot, mais ça va pas être si simple. Moi, je crois beaucoup plus dans l'agrégation de sous-entités beaucoup plus agiles. Donc, bottom line, si on doit résumer, donc tu dois dépenser pour reconstruire l'Ukraine. Ensuite, tu as tout ce qui est innovation technologique, économie. Tu as l'industrie aussi automobile qui va mal. Donc, tu as toutes ces dépenses, en plus la défense enfin, beaucoup de budgets qui vont aller dans la défense. Hmm. Donc, tu as beaucoup de choses à faire en même temps et sur lesquelles il faut investir. Et c'est la question, est-ce qu'il y a suffisamment de ressources Oui, à court terme pour le faire? mais oui, l'Europe, c'est la zone géographique la plus riche du monde. Donc, on a largement de quoi. Le problème, c'est pas, il y a qu'à Faucon, non, mais il suffit de s'y mettre. Mais le problème, c'est de ne pas s'y mettre. Si tu veux, le fait que l'Europe va devoir investir dans la dépense, c'est pas une nouvelle. Quand les États-Unis quand Obama a fait son fameux discours où il explique ce pivot vers l'Asie, je veux dire, c'était déjà annoncé. Alors maintenant, évidemment, 15-20 ans plus tard, on dit, oh mon Dieu, mais quand même, les salauds. Bon, c'était déjà, c'était déjà dit. Donc, on ne peut pas faire comme si c'était une immense surprise non plus, mais il faut simplement prendre acte du réel, il faut sortir de ces rêves éveillés, il faut prendre acte de la réalité et puis proposer un plan qui soit intéressant pour les peuples, pour l'économie, pour les entreprises, pour les entrepreneurs, et pas se contenter de réglementer d'avance en prédisant le pire. Tu vois, c'est vraiment un truc d'optimiste pessimiste. La vie, c'est une affaire qui finit mal parce qu'on finit tous par mourir, mais c'est pas une raison pour gâcher les 80 ans qu'on a à vivre. Tu vois? Ouais, je te C'est- rejoins 100%. Il Faut faut, le prendre d'une manière optimiste, c'est qu'il y a oui, beaucoup de challenges à relever et puis que c'est une opportunité pour exactement. reconstruire, pour réformer, Et pour c'est mieux, quoi. et c'est clair que c'est compliqué, mais si tu veux, bah, regarde Il faudrait Macron. faire de la Voilà, politique, c'est un peu calme. ouah, c'est l'autre. Punaise, tu veux pas, hein, Le, le, non, mais le truc, c'est que regarde Macron, il a raison en fait. C'est le bordel. Il dit aux gens, écoutez, venez, moi je vous facilite un meeting, il faut qu'on se voit. Ben, il a raison. Heureusement qu'il le fait. Ça ne veut pas dire que l'outcome de ce meeting, ça va être. Et déjà, ça rassure les peuples, parce que si tu as les leaders des nations européennes qui, après un truc pareil, se réunissent pas, je sais pas, c'est fou. C'est Ouais, très tu te dis pas motivant. ce Donc, qu'ils font, en fait. moi, je trouve que c'est vraiment bien, en fait, ce qu'il a fait. Puis, bien entendu, qu'on ne pourra pas avoir les meeting minutes, c'est de savoir tout ce qui s'est dit, parce que c'est quand même des choses assez confidentielles qui se discutent, mais c'est bien de voir, en fait, qu'ils ont conscience qu'il faut agir. Mais maintenant, il faut aller à l'étape d'après, puis il faut transformer l'essai. Et je pense qu'en fait, on va voir l'émergence d'une nouvelle génération de leaders politiques qui seront plus proches de la tech. C'est ce qu'on voit déjà en fait aux États-Unis, qui auront la capacité à analyser les faits de manière un tout petit peu, un peu moins politique, un peu plus crue, et puis de proposer une vision. C'est là qu'il faut. C'est vraiment un truc, c'est un élastique qu'il faut pas tendre trop, mais il faut quand même qu'il y ait une petite ambition. Et moi, je pense qu'en Europe, c'est de ça qu'on manque d'abord. On manque d'envie. Faut repasser la chanson de Johnny, là. Donnez-moi l'envie d'avoir envie. Hein. Tous lever. Il y a raison, John. Non, mais c'est bien de finir sur une note optimiste. Et puis, en tout cas, nous, c'est même intéressant de pouvoir aider à reconstruire, aider à réformer et tout. C'est un beau challenge. Maintenant, il faut que
on soit d'accord de mettre la main à la poche. Je pense que c'est ça aussi qui va faire la diff, quoi. Faire le constat, ils sont en train de le faire. Ils ont pris la perte, comme tu dis. JD Vance, il est venu leur mettre une claque. Et s'ils veulent plus d'être dans cet état de vassal, eh ben, on va développer nos propres trucs. Et puis, on va dire que c'est une belle opportunité maintenant pour faire les choses différemment, avec d'autres personnes aussi. Just have to it. Et c'est là qu'on lance la politique de Pascal qui va Commission européenne, le bras droit d'Ursula. Non, tu sais pourquoi je le ferai pas au niveau européen, c'est que euh, déjà je suis sur la Suisse, je pense même pas qu'on peut y aller, mais si tu veux, ça sert à rien en fait de faire des plans si tu n'as aucun moyen en fait de les appliquer. Je veux dire, regarde le président français, Macron, le président français, c'est un des politiciens en Europe qui a le plus de pouvoir. Mais il a plus sa propre monnaie. Enfin, je veux dire, ils sont en galère, ces mecs qui font de la politique. Il faut avoir du respect pour eux. Alors, bien entendu, c'est rigolo de leur taper dessus puis de leur dire qu'ils n'ont pas pris les bonnes décisions. Mais c'est l'enfer parce que ils ont très peu de moyens d'action. Le système, il fonctionne sur 3 cylindres. C'est dur. Donc, faut pas se mettre dans des galères pareilles. Mauvaise idée. Je suis pas trop d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi dans le sens où tu as raison de pas vouloir se mettre dans des galères, mais une fois que tu as décidé que tu allais faire de la politique, eh ben, il faut assumer. Et si t'es pas bon, si t'as pas moyen de changer les choses, eh ben, il faut accepter de partir, quoi. Parce que tu as un mandat, tu as des responsabilités. Et enfin, si tu foires dans une boîte, tu vas foirer sur 50, 100, 200 ou 1000 personnes. Mais là, quand tu foires à l'échelle d'un État, enfin, c'est des millions de gens qui sont impactés, hein. Donc, je dis, voilà, enfin, moi, on m'a toujours appris, si tu n'as pas les compétences pour faire quelque chose, soit tu apprends rapidement et tu te dis, je vais le faire, ou soit tu refuses et puis tu t'entêtes pas à rester autant d'années, quoi. Mhm. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, mais c'est un peu le problème avec l'Europe, c'est que comme c'est un espèce d'immense navire sans gouvernail, La croisière s'amuse. tu vois, En soirée. Oh. non, vraiment, il y a peut-être une emoji. Non, ça marche pas. Quand je peux le faire, ne bougez pas. Euh, Il y a une possibilité, c'est là, c'est Il n'y ici. a, il y a pas de chef à bord, il n'y a pas de... Ah, c'est beau, ça, voilà. C'est ça. Vous me documentez pour savoir quel geste il faut faire pour déclencher celle-là. Pascal, je te remercie. C'est moi, Younes, Toujours un plaisir. Et puis, partagé, Ursula, si tu nous écoutes, bien sûr. on fait volontiers. Mais bien sûr. T'as la boussole, nous, on a le râteau. Compétitivité. Ciao, Younes. Ciao, ciao.